En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue en direct du Salon des maires et des collectivités locales. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, avec Hervé Garnier qui est buraliste et avec Sébastien Leroy qui est maire de Mandelieu. On est ensemble jusqu'à 19h30, voire même 20h avec nos invités. On va parler ruralité, on va parler des maires bien entendu, des buralistes, on va parler des centres-villes. C'est tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonjour monsieur le maire. Faut pas faire attendre le maire, monsieur l'instituteur. Je le détrônerai, je serai élu maire. Je les connais mieux que lui, nos concitoyens. Je suis le président de l'eau parce que je suis le maire, et je suis le maire parce que j'ai le téléphone. Bonjour les yeux, le maire. Oui, le maire, c'est moi. Les bureaux. Ah oui, vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça passe dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, vous. Ça, employé de mairie. Service extérieur. Le maire veut vous parler. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Je sais, monsieur le maire, mais laissez-moi vous expliquer. J'en cause au maire. Bienvenue, le maire et les buralistes sont-ils les piliers de notre village? Pour l'instant, vous dites oui en majorité sur notre compte Twitter et on vous pose cette question justement à l'occasion du congrès des maires de France. Félix Mathieu, le président, était sur place cet après-midi d'ailleurs. Avec un enjeu symbolique presque aussi fort que le salon de l'agriculture. Toute comparaison gardée, le chef de l'État ne tâte pas le derrière des vaches, mais il flatte les maires en l'occurrence. Objectif, apaiser les relations avec eux. On se souvient des huées lors de son discours de clôture par le passé. Pas de discours de clôture au congrès des maires cette année pour le président. Ce sera sa première ministre qui s'en chargera demain. Mais en revanche, le chef de l'État a déambulé durant plusieurs heures dans ce salon des maires. Il recevra 1 millier d'entre eux ce soir au palais de l'Élysée. Revitalisation des centres-villes, baisse des dotations de l'État. Depuis des années, on connaît certaines récriminations des édiles municipaux. Mais à cela s'ajoute cette année, en plus de tout ça, les angoisses des maires prises à la gorge par la flambée des coûts de l'énergie. D'ailleurs, le ministre de la Transition énergétique, Christophe Béchu, vient de l'annoncer, un plan de formation à la sobriété pour tous les maires de France. Dans sa besace, l'exécutif met en avant les 2600 maisons France Service ouvertes pour remettre des services publics là où il n'y en avait plus. Ouverture aussi de 35 sous-préfectures, 1,2 milliard pour la transition énergétique des collectivités, 5 milliards pour la redynamisation des villes moyennes. Qui dit mieux, hausse inédite de la dotation globale de fonctionnement, plus 320 millions d'euros pour 2023, annonce Elisabeth Borne. Deleuze Brouf a répondu quand même sur ce dernier point. Le président de l'association des maires de France, le maire LR de Cannes, David Lisnard, un modeste rattrapage selon lui, alors que cette dotation de l'État n'est plus indexée sur l'inflation depuis 2010. Satisfecit en revanche sur l'intention récemment affichée par le chef de l'État lors d'une visite à Château-Gontier en Mayenne. Il promet un nouveau chapitre de la décentralisation avec un véritable pouvoir normatif demain pour les communes, autrement dit pouvoir édicter plus facilement des règles localement. Merci beaucoup Félix Mathieu et on va en parler avec bien entendu Hervé Garnier qui est buraliste, avec Sébastien Leroy qui est maire de Mandelieu et notre invitée Lydie Barbeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, ouais, vous avez raison. Vous êtes maire de Plombières-les-Bains dans les Vosges et vous venez d'arriver sur à Sud Radio, en tout cas sur notre stand Sud Radio, ce stand des buralistes, et vous venez de rencontrer Emmanuel Macron. Oui, à la demande du cabinet de Christophe Béchu, j'ai rencontré Emmanuel Macron à l'instant. Voilà, il y a Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, absolument. Et donc voilà, je lui ai parlé de ma commune et de... Parlez bien fort dans le micro. J'ai eu l'occasion de lui parler de ma commune et du dispositif Petite Ville de demain dans lequel nous sommes engagés avec l'Agence nationale cohésion et territoire. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? De quoi vous avez parlé de ça? Aujourd'hui, votre commune, c'est une commune de combien d'habitants? 1700 habitants. 1700 habitants, avec des enjeux particuliers sur l'énergie, sur l'écologie. Et vous avez évoqué ces deux sujets avec lui? Non, on n'a pas évoqué précisément ces sujets-là, mais sur l'énergie, de toute façon, c'est un domaine transversal qui concerne tout le monde. Je veux dire, les budgets, enfin le budget de ma commune, en tout cas, je parle de ce que je connais, était déjà compliqué à gérer avant cette crise énergétique. Donc là, ça va devenir un casse-tête chinois. Sébastien Leroy, justement, vous en tant que maire, alors d'une ville nettement plus grande, parce que Mandelieu, c'est combien d'habitants?
Alors Mandelieu, c'est une ville méditerranéenne, donc touristique. Donc c'est 22 000 habitants officiels, mais on est classé dans les catégories 40 à 80 000 habitants. Ah oui, c'est déjà pas mal. Vous entendez les problématiques pour une petite ville évoquées par Lydie Barbeau avec Emmanuel Macron. Vous, les problèmes énergétiques, par exemple du prix de l'énergie, ça doit être exponentiel pour vous. Oui, bien sûr, c'est une difficulté que rencontrent d'ailleurs tous nos collègues, avec des gaps qui sont parfois du double, fois du x10. C'est combien la facture d'électricité d'une ville comme Mandelieu à peu près? Alors pour Mandelieu, pour vous donner une idée, on a eu quelque part la chance entre guillemets de renégocier nos contrats au bon moment, mais c'est quand même plus 65% d'augmentation et on va être sur de 800 000 euros uniquement d'énergie sur 2023 en plus. Et 800 000 euros en plus. Voilà. Et la problématique, et je rejoins tout à fait ce que disait ma collègue des Vosges, c'est que cette hausse, elle vient à la suite d'un matraquage systématique des finances des collectivités. Pourquoi les maires sont en colère? Et là aussi, c'est pas nouveau, ça date pas d'il y a quelques mois, ça fait des années qu'on le dit. C'est que l'État, pour combler son déficit systémique, ponctionne l'argent des collectivités qui n'est pas le sien. Parce qu'on dit dotation globale de fonctionnement. Ce mot dotation, on a l'impression que c'est un cadeau que nous fait l'État, mais c'est pas du tout ça. En réalité, ces dotations, c'est quoi? L'État s'est déchargé de ses missions au fil du temps. Et quand il imposait aux collectivités de les remplir à sa place, il lui disait, voilà, je ne le fais plus pour réduire mes missions, tu vas le faire à ma place, mais je vais te donner l'argent qui correspond à ça. Et qu'a fait en réalité les deux derniers gouvernements, c'est-à-dire les deux derniers présidents, depuis 2012, c'est qu'ils ont sabré ces fonds. Je vous donne l'exemple de Mandelieu, les dotations, donc l'argent que me doit l'État pour remplir ses missions à sa place, je suis passé de 6,5 millions d'euros par an à cette année à peu près 40 000 euros. Ah oui. Et mes missions sont restées. Et elles ont augmenté. Et l'excuse qui avait été sortie à l'époque pour justifier ça, c'est que les villes qui ne matraquaient pas fiscalement leurs administrés seraient privées de dotation. Hervé Garnier, justement, vous êtes entrepreneur, buraliste, vous avez les mêmes problèmes sur l'énergie. Est-ce que par exemple, votre cotisation foncière des entreprises, elle a explosé pour payer la DGF que l'État ne paye plus à votre maire? Alors elle a explosé et elle explose aussi au niveau de la charge énergétique de nos magasins. On le voit nous au niveau de l'électricité et au niveau du gaz. Et alors sans parler que des buralistes, on va prendre le cas d'entreprises comme les boulangers qui eux sont énergivores au niveau du gaz. Aujourd'hui on va avoir des faillites d'entreprises, mais très rapidement il va falloir trouver une solution. Parce que nous on nous demande bien sûr de faire des restrictions, d'éteindre les enseignes et tout, mais on a quand même des machines pour lesquelles on est obligé d'avoir de l'électricité ou du gaz. Aujourd'hui je prendrai mon cas personnel, j'ai pas mis de chauffage encore dans mon magasin, j'ai à peine 15 degrés, mais j'ai une facture qui a doublé sans avoir mis de chauffage. Qu'est-ce que ça va donner pendant l'hiver? Donc automatiquement, je dirais qu'on aura beaucoup de problématiques sur beaucoup d'entreprises. Mais ça veut dire qu'il y a déjà des buralistes aujourd'hui qui ont décidé peut-être de ralentir, il y a des jours de fermeture, ou est-ce qu'il y a des mesures qui sont déjà mises en place? Non, aujourd'hui on n'a aucune mesure qui a été prise, vu que nous on est vraiment le lien social et on y reviendra tout à l'heure justement par rapport au sujet qu'on va évoquer. Mais on est ouvert, on reste ouvert. La seule chose c'est qu'en plus nous nos marges sont très faibles. Vous le savez, on est commissionné, c'est des produits d'État. Donc aujourd'hui la marge de manœuvre est très infime et ça va être au détriment de quoi? De nos revenus. Tout en sachant qu'on fait 35 heures en 3 jours, nous c'est des semaines de 70 à 80 heures. Qu'est-ce qu'on va demander à nos collègues de faire? Aujourd'hui, on n'a pas de solution non plus. Sébastien Leroy, quand on entend ça, on entend aussi des maires qui disent que à partir de maintenant, dans certaines cantines, on mangera, on prendra des plats froids. C'est-à-dire qu'on va arrêter de donner des plats chauds à des enfants. Il va falloir trouver des solutions. C'est dingue d'entendre ça. C'est vrai que vous touchez un sujet qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Les collectivités locales ont une règle d'or, qui est une règle imposée par la loi que ne se soumet pas l'État. C'est-à-dire que nous, on doit fonctionner à l'équilibre. Pour résumer, je ne peux pas être en déficit à la fin de l'année. Donc je suis toujours en excédent. Et pour faire une petite digression, c'est que cet excédent de toutes les collectivités locales, l'État s'en sert à Bruxelles pour justifier qu'il réduit son déficit. Vous voyez? Donc en réalité, aujourd'hui, la problématique des villes, c'est qu'elles ont des dépenses qui sont incompressibles, parce que vous avez le salaire de la fonction publique qui ne peut pas être réduit, qui a été augmenté en plus par rapport à l'inflation, ce qui est noble par rapport à ce que vivent tous les concitoyens. Mais la problématique, c'est que c'est une dépense brutale sans concertation. Vous avez l'explosion des coûts de l'énergie et vous avez donc des dépenses obligatoires qui ne font qu'augmenter et des ressources qui ne font que diminuer et que l'État aujourd'hui va encore réduire massivement. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là,
il faut payer les factures, vous y êtes obligé, parce que c'est le trésor public qui paie pour vous. Comment vous faites? Eh bien, vous avez des fermetures de gymnases, d'établissements publics, parce que le bouclier tarifaire qui est en vigueur ne s'applique pas aux collectivités locales. Donc c'est non seulement une dépense qui est systémique, qui est brutale, qui est, on va dire, totalement imprévue, et qui vient réduire des budgets qui étaient déjà extrêmement tendus. Philippe Bilger, quand on entend ce qui se passait dans un registre différent à Mayotte, on voit maintenant on va donner des repas froids dans les écoles. Est-ce que ce qu'on entend là c'est les représentants de la France d'en bas, comme disait Raffarin, c'est pas la preuve du déclassement de la France quand même? Ah mais bien sûr, en tout cas de l'absence de gestion. Moi je trouve que c'est l'État qui marche mal en France et pas le privé, si vous me permettez. L'État, ça ne va pas. Mais puis-je me permettre de vous poser deux questions, non pas politiques, mais qui sont venues à mon esprit ce matin. Est-ce que certains maires envisagent d'augmenter la taxe foncière? Premier point. Deuxième point, Madame le maire ou la maire, est-ce que vous avez senti un changement de relation avec les maires depuis le changement de Premier ministre? Alors c'est Madame le maire, je suis la mère de mes enfants et le maire de Plombières-les-Bains. D'accord. Voilà. C'est très important. Oui. Je ne voulais pas encourir les foudres de quelques féministes. On ne sait plus, on ne sait plus. Alors, rapidement, votre première question. Est-ce que vous envisagez, certains maires envisagent-ils d'augmenter la taxe foncière? Oui, et deuxième élément, est-ce que les relations ont un peu changé? Alors sur la taxe foncière, évidemment, on l'envisage. On ne dit pas qu'on va le faire, mais moi je sais qu'on fait des simulations pour voir ce que ça va représenter. On est en pleine préparation du budget, donc tout est dans la balance pour l'instant. Tout est ouvert, tout est étudié de très très près. Est-ce que vous avez quelle relation avec les administrés? Parce que vous êtes une petite commune, donc le lien est forcément plus facile que dans des grandes communes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont plutôt forcément c'est toujours compliqué d'avoir une taxe d'habitation, enfin une taxe foncière qui augmente, mais est-ce qu'ils sont compréhensifs par rapport à vos enjeux, vous, en tant que maire? Alors ils sont compréhensifs, mais ils sont compréhensifs jusqu'à un certain point. Le jour où ça va les impacter terriblement, je veux dire, on parle de fermer des bâtiments. Oui, moi aussi, je me dis qu'il y a un moment, je ne pourrais pas chauffer tous les bâtiments communaux de ma commune. J'ai la chance que c'est pas moi qui gère la cantine, donc les enfants sont nourris par le département, donc ça, je n'ai pas à gérer. Mais on va réduire les éclairages de Noël. On a un marché de Noël qui commence samedi. On va réduire les éclairages juste sur le temps d'ouverture du marché de Noël, alors que d'habitude, on a cette ambiance-là tout au long de la semaine, pendant 4 semaines. Mais quand on va commencer à toucher vraiment du doigt des choses qui les touchent eux, je pense que oui, là ça va être compliqué quand on va toucher le porte-monnaie, parce que le porte-monnaie de tout le monde il est impacté. Sébastien Leroy, quand on voit que certains maires vont couper l'électricité, forcément, ça va engager un service, un problème de sécurité aussi pour vos administrés. C'est-à-dire qu'à 11h, à minuit, à 1h du matin, certains jeunes se disent moi je vais arrêter de sortir parce que je n'oserais pas rentrer chez moi en pleine nuit. Alors toutes les situations des villes sont différentes. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de solutions, en tout cas pour essayer de réduire cette facture, sont envisagées. L'extinction de l'éclairage public la nuit en fait partie. Je vous donne l'exemple de Mandelieu. Nous avons procédé à cette extinction de minuit à 5h du matin. Hors grands axes. Mais pourquoi on a pu le faire? Parce qu'on a beaucoup de caméras qui ont des visions nocturnes. Les villes n'ont pas suffisamment de caméras et l'extinction de l'éclairage peut provoquer effectivement des problèmes d'insécurité. Mais pour vous donner le problème, moi sur une facture de 2,5 millions d'électricité, l'extinction toute l'année de l'éclairage de minuit à 5h, ça me fait économiser à peu près 80 000 €. Donc c'est pas ça qui va changer la donne. Je vous donne un exemple, l'éclairage de Noël de toute la ville, on a calculé 60 € par jour pendant à peu près 3 semaines. Donc c'est résiduel. Mais ça fait partie des petites choses qu'on essaie de faire, non pas pour faire une économie financière, mais pour essayer de montrer l'exemple, parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on nous donne aussi, c'est pas seulement le prix, c'est qu'on nous annonce aussi qu'on n'aura pas forcément suffisamment d'énergie pour répondre à toutes les demandes et qu'il faut économiser la consommation. Donc toute situation est différente. Malheureusement, il y a des choix qui sont extrêmement douloureux, mais certaines villes ne vont pas avoir d'autres solutions. La taxe foncière, personnellement aussi, on y a pensé, mais on ne l'a pas fait. Parce que malheureusement, plus elle est basse. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que plus les impôts dans une ville sont bas, plus l'État vous sanctionne. Parce que l'État considère que comme vous n'allez pas chercher l'argent chez le citoyen, vous devez être puni. Vous voyez, je peux même vous dire que moi j'ai pris une recommandation, une réprimande de la Cour de la Chambre régionale des comptes, parce que les parkings de la ville sont gratuits. Et on m'a dit que c'était tout à fait anormal, que je me privais de ressources et qu'à partir du moment où je me privais de ressources, je n'avais pas besoin d'avoir de dotation de l'État.
Vous voyez un peu le mécanisme de folie. C'est très pervers. Hervé Garnier voulait réagir. Oui, je vais réagir notamment par rapport à la taxe foncière. C'est vrai que vous l'évoquez et nous on le conçoit parce que vous avez des budgets à maintenir et de fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, nous buralistes, on est proche des administrés et du peuple. Aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Ils n'ont plus aucun moyen. Donc, alors en plus, on va les taxer. Mais c'est pas de votre faute, on le conçoit. Mais qu'est-ce qu'on va devenir aujourd'hui? Parce que, alors comme vous le disiez, vous êtes impacté quand vous faites des parkings gratuits, alors que c'est une très bonne chose parce que justement, ça dynamise des centres-villes. C'est ça. Donc là, en fait, on se mord la queue. Alors très très rapidement, et je pense que après je laisserai parler à ma collègue. Le Sud est plus bavard que l'Est. Toujours. C'est une tradition, on en est fiers. Donc on essaie. Oui, mais quand on voit Philippe Bilger, il est bavard. Hein, vous allez lui plombière le moral. Pas mal. Vous faites du très Philippe rare. David, Oui. Philippe Bilger. Ça, c'est les vraies voix idiotes. Oui. Ah, vous allez voir. Oui, Manapoul. Oh mon Dieu. Je la garde celle-là. Sécurité, venez les chercher. Vous voyez, l'argent public local, c'est vraiment l'argent qui touche le citoyen dans son quotidien. Vous voyez, moi j'étais tout à fait opposé à la suppression de la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que c'est le seul impôt qui est traçable par le citoyen. C'est l'argent de sa sécurité, de la scolarité de ses enfants, c'est l'argent de son espace de vie, de la propreté urbaine. C'est aujourd'hui le système de sécurité. On parlait de la sécurité amateur. Il faut savoir que ce sont les villes aujourd'hui qui sont les premiers acteurs de la sécurité locale. Or, à force de réduire ces budgets-là, le citoyen va être beaucoup plus impacté parce que n'oubliez pas aussi que les collectivités sont le premier investisseur de France. Oui. C'est nous qui faisons marcher l'économie. Or, qu'est-ce qui va être tapé en premier? C'est les investissements. Parce que les autofinancements vont se réduire. L'investissement va se réduire. Et par définition, on va créer un effet domino et cascade qui va à terme beaucoup plus impacter les citoyens que les petites économies de bout de chandelle qu'on fait dans l'immédiat pour présenter des comptes qui tiennent à peu près la route. Oui. Lydie Barbeau, on parle du dispositif ville de demain, petite ville de demain. On parle beaucoup des centres-villes. Heureusement que les buralistes sont là pour maintenir, en tout cas éveiller ces centres-villes. Qu'est-ce que vous pouvez vous mettre en place dans des villes de la taille de votre commune? Alors les buralistes, effectivement, et moi j'ai la chance d'avoir une buraliste dans ma commune qui fait tout ce qu'il faut. L'année dernière, on a notre dernière boulangerie qui a fermé. Du jour au lendemain, elle s'est débrouillée pour avoir un dépôt de pain, une pâtisserie, enfin voilà. Donc le service est là. C'est quasiment un service public en fait. Donc, et c'est un lien social, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement. C'est le commerce qui est ouvert tous les jours de 7h du matin jusqu'à 7h du soir, sur qui on peut compter en tout temps. Donc ça, c'est vraiment le lien social. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses à faire, à imaginer, mais il faut avoir une résilience par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et on aide les commerçants, on négocie avec les propriétaires privés pour qu'ils rénovent leurs bâtiments, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Un petit mot avec vous, Hervé Garnier, parce que justement, l'importance du buraliste, l'importance du service, parce que vous êtes vraiment aujourd'hui une entreprise de service. On parle beaucoup des cigarettes, mais il y a tous les services que vous apportez à côté d'ailleurs. On va en parler avec Philippe dans quelques instants, mais il y a tout ce que vous apportez autour et il faut protéger ces commerces de proximité. C'est aujourd'hui hyper important, certes, notre ADN c'était le tabac, mais autour de cet ADN, on a développé beaucoup de services. On a démarré notamment avec le paiement de proximité, tout ce qui était créances publiques, les encaissements. On a la banque Nickel, on a la Poste avec un nouveau partenariat qui vient d'être signé. On a la banque Loomis avec des DAB qui pourront être mis à disposition dans certains débits. Comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, il n'y a plus de boulangerie, c'est le buraliste qui fait des pots de pain. J'ai vécu ça dans mon ancien magasin, c'est pareil, deux buralistes dans ma rue qui disparaissent, je fais des pots de pain. Donc on a vraiment ce lien social et on l'a vu aussi pendant le confinement, on était les seuls commerces ouverts, les gens venaient à notre rencontre, ils avaient besoin de dialoguer, d'échanger et c'était hyper important. Donc aujourd'hui, nous on offre toute cette palette de services, on en aura d'autres parce qu'on a encore plein d'entreprises privées qui veulent venir maintenant. On n'est plus les vilains canards comme on a pu le connaître il y a des années en arrière. Donc aujourd'hui, voilà. Mais par contre, on nous aime, mais toute cette offre de services se fera aussi avec les élus. C'est hyper important aujourd'hui, cette relation élu, buraliste, réseau de buralistes. Merci en tout cas, merci Lydie d'avoir été avec nous, maire de Plombières-les-Bains, dans les Vosges. Allez-y, c'est très joli cette petite commune. Oui, c'est très joli et le marché de Noël commence samedi. Voilà, c'est ça. Et la maire est très sympa. Ouais. Vous restez avec nous, on reste ensemble avec Hervé Garnier, bien sûr, de la Confédération des buralistes, et Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, Philippe, bien sûr, Bilger. Et dans un instant... On va vous donner 10 raisons qui prouvent que les maires et les buralistes sont indispensables. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio. Bienvenue à tous.